Bonjour à vous tous, bienvenue à ma première vidéo pour la chaîne qui consiste les nouveautés de Microsoft 365 pour le mois de mars 2025. Allons-y! Toutes les dates de lancement sont sujets à changer. Bien entendu, c'est Microsoft qui contrôle les dates de déploiement et ça se peut que ça ne soit pas affecté dans notre environnement, tout dépendant de ce que les rôles d'administration ont été mis en place dans notre environnement ou pas. Ce que je vous invite fortement à consulter, c'est possiblement la feuille de route, ceux qui ne la connaissent pas. Donc, j'ai mis le code QR, ceux qui veulent le scanner, ou le lien URL qu'on a ci-dessous. Je vais vous montrer très rapidement. C'est le roadmap de Microsoft. Donc, tout ce qui est en lien avec les produits Microsoft sont présents. Et vous pouvez être en mesure de savoir vers quelle date vont être déployés tel type d'outils ou tel type de fonctionnalité en fonction de ce qui a été mis. Parce que ce n'est pas parce qu'il est inscrit que nécessairement la date va être valable. Elle peut changer, comme je disais tantôt, elle peut être sujette à changement. D'accord? Donc, je vous invite fortement à aller consulter ces informations-là si vous voulez avoir précisément une information plus ciblée. Donc, premier élément que je vais vous afficher, bien entendu, c'est depuis le 4 avril, le 50e anniversaire de Microsoft. Donc, le 4 avril 1975 a débuté Microsoft aux États-Unis, bien entendu. Donc, déjà, on a atteint une nouvelle décennie au niveau de la 50e. Vu qu'on a beaucoup de choses aujourd'hui à parler, je vais parler de 6 piliers, donc de 6 éléments auxquels il y a des nouveautés. Donc, dans Microsoft Teams, Outlook, Entra, les centres d'administration, tout ce qui est Copilot et Microsoft 365 Copilot. D'accord? On va commencer tout de suite avec Teams. Donc, une des nouveautés dans Teams qui apparaît à la mi-avril jusqu'à la fin avril, bien entendu, dépendamment de la période de déploiement, c'est d'avoir le contrôle total sur le type de partage qu'on va effectuer avec nos participants. C'est-à-dire, par exemple, dans celui-ci que j'ai ici, c'est dans mode assemblée. Donc, on a une réunion et on va pouvoir justement décider qu'est-ce qui est partagé lors de la rencontre. Vous voyez ici, présentement, il y a un participant ou un orateur qui était désactivé, donc on ne le voit pas dans le visuel des utilisateurs. Donc, on peut dire tel présentateur va être présent dans l'affichage ou va être retiré parce qu'il n'y aura pas à intervenir dans l'événement ou un petit peu plus tard dans l'événement, au même type que le partage. Donc, on peut cibler exactement ce qui sera présenté ou à la vue des personnes qui vont assister à ce type de rencontre. Prochaine nouveauté, au même titre qu'on a dans Outlook. Donc, Outlook, quand vous recevez un courriel présentement, vous pouvez signaler un courriel, peut-être étant donné que vous pensez que c'est un phishing ou un courriel malveillant, et les administrateurs vont le prendre en charge. Au même principe maintenant dans Teams, à partir du début mai jusqu'à la fin mai, va être déployé cet outil-là, cette fonctionnalité-là. Lorsque vous discutez avec un membre externe de l'organisation, je vais vraiment préciser externe, vous pouvez signaler, donc report message, un message que vous identifiez comme étant un problème de sécurité. Okay? Donc, par la suite, les administrateurs vont pouvoir le prendre en charge, évaluer le type de message qu'il a. Est-ce qu'on prend action par la suite, ainsi de suite. Est-ce qu'on pourrait isoler cet utilisateur externe-là, ainsi de suite. D'accord? Donc, c'est le même principe que Outlook. Donc, on va pouvoir signaler tout problème au niveau des messages avec des membres externes à l'entreprise. Ici, en mode preview, quand je parle preview, on parle vraiment de mode préversion. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un mode préversion, c'est une stratégie qui réside dans les centres d'administration Teams qui permet à certains utilisateurs de pouvoir accéder aux nouvelles fonctionnalités avant les autres membres de l'organisation. Okay? Donc, celle-ci que je vais vous présenter va sortir en mode avant-première, donc en préversion en avril. Donc, elle va être disponible par la suite en mode général, donc pour l'ensemble de l'entreprise dans les prochaines semaines, mois à venir. Okay? Je ne pourrais pas vous le préciser présentement parce que Microsoft ne l'a pas précisé encore. D'accord? Celui-ci, c'est chatter avec Nearby. Nearby, c'est quoi exactement? C'est pouvoir discuter avec ceux qui sont à proximité de vous. Et là, quand je parle de proximité, c'est vraiment un lien très proche avec l'outil Microsoft Places. Ceux qui connaissent l'outil Microsoft Places ou ne le connaissent pas, je vais le préciser, c'est quoi? C'est un nouvel outil de Microsoft qui nous permet de pouvoir réserver nos espaces de bureau dans un emplacement bien précis. Par exemple, je suis au 2e étage, j'ai la 3e place à gauche, près de la fenêtre, ainsi de suite. Donc, il connaît exactement mon environnement, où est-ce que je suis situé dans le bureau. D'accord? Donc, en faisant le A commercial proximité, ça va pouvoir identifier uniquement les personnes qui sont tout près de mon environnement auquel je travaille et taguer uniquement ceux-là. Donc, au lieu de faire A commercial tous, des fois, on vient signaler tout l'ensemble des personnes qui sont dans une équipe Teams. À ce moment-là, je peux juste faire A commercial nearby et signifier uniquement les personnes qui sont présentes. Onglet partagé. Et là, on l'a vu antérieurement, il y a quelques mois, semaines, quand vous discutez one-on-one, donc un à un avec quelqu'un dans Teams, vous aviez l'onglet
fichier qui est échangé maintenant pour partager. Donc, ça, vous le voyez, vous avez déjà ça. Donc, vous pouvez voir les modes récents, les fichiers les plus récents, les fichiers, uniquement les liens. Bien, ça va faire la même chose au niveau des canaux. Donc, quand on parle des canaux maintenant, écoutez, Martin, quand on parle des canaux maintenant, ça veut dire que dans chacun des canaux, il va y avoir une nouvelle structure. Donc, déjà, de un, le nom ne sera plus fichier, mais plutôt partagé. Et dans Partager, vous allez voir l'onglet ici, In Library. Donc, vous allez pouvoir voir la bibliothèque de documents actuelle comme on a présentement, ou uniquement voir tout ce qui a été partagé dans la conversation, donc in post. Et là, vous allez pouvoir filtrer, dire montre-moi juste ceux qui sont les plus récents, ceux que ce sont des fichiers qui ont été partagés dans les conversations, ou uniquement les liens qui ont été partagés lors des conversations. D'accord? Donc, on ne parle pas nécessairement de la structure, sachez juste que le nom va changer pour partager et que la structure de fichier demeure celle par défaut, mais que vous allez pouvoir faire un filtre directement par ceux qui sont dans la conversation. Antérieurement, ce que l'on a actuellement, c'est qu'il allait déposer tout dans la bibliothèque et c'était tout pêle-mêle en fonction de ce qui était déployé ou ce qui était partagé dans la conversation. Donc là, on vient comme les dissocier l'un de l'autre. D'accord? Donc ça devrait être déployé mi-mai, puis ça devrait être terminé fin mi-juin. Personnaliser l'emplacement de notification Teams. Ça, vous l'avez déjà présentement. Ceux qui ne le savent pas, vous pouvez optimiser, en fin de compte, les notifications que vous recevez. Donc, par défaut, c'est toujours en bas à droite, bien entendu, que vous recevez ici les petits pop-up. Donc là, vous pouvez aller changer dans les paramètres de Teams, sous notification activité, l'emplacement auquel vous voulez être notifié. Donc, ça se peut des fois que ce soit un petit peu trop intrusif ou vous voulez changer un peu le visuel des notifications. Donc, sachez que c'est déjà disponible. Vous pouvez le modifier de votre côté sans aucun problème. Dernière fonctionnalité que je veux parler au niveau de Teams, c'est en lien avec Microsoft Booking. Donc, je ne sais pas si tout le monde comprend c'est quoi Microsoft Booking. Je vais l'expliquer très rapidement. C'est un outil qui nous permet de pouvoir faire des réservations de services. OK? Donc, chaque utilisateur actuellement au niveau de Microsoft 365 peut avoir un espace Microsoft Booking qui leur permet de faire des réservations. Donc, par exemple, si dans ma signature, vous allez le voir, j'ai un espace réservé, un rendez-vous avec moi. Donc, quand vous cliquez dessus, vous voyez déjà tous les espaces disponibles que j'ai mis dans mon calendrier qui peuvent être réservés. D'accord? Donc, ça, c'est vraiment un outil de réservation d'espace ou d'espace, pas de lieu comme Microsoft Places, mais d'espace de temps, bien entendu, avec un utilisateur. Donc, la fonctionnalité que je vais vous parler, c'est vraiment en lien avec Microsoft Booking et Teams Premium uniquement. Donc, dans Teams Premium, ça va vous permettre d'utiliser l'outil Booking, mais également de pouvoir gérer chacun des membres qui ont fait une réservation, donc, et de modifier la charge de travail vers des rendez-vous et les attribuer à des utilisateurs. C'est-à-dire, si j'ai des services, je peux avoir 10 personnes qui vont répondre à un service. Donc, quand vous faites une location ou une réservation de temps, elle va être distribuée parmi les 6 personnes disponibles. Mais si elle ne l'est pas, je peux prendre cet utilisateur-là qui a fait cette réservation-là et l'attribuer directement à un utilisateur pour qu'il puisse le prendre en charge. D'accord? Je peux envoyer des rappels par SMS. Je peux envoyer aussi des courriels pour réduire justement la file d'attente qui est présente dans l'environnement Booking. Au niveau d'Outlook maintenant, vous avez tous probablement ce petit élément-là un peu détestable des fois, c'est-à-dire que quand vous ouvrez Outlook, vous recevez toujours la fameuse notification de tous les rappels qui ont eu lieu antérieurement. Si vous n'avez pas fait ignorer, vous n'avez pas supprimé, ils vont toujours revenir par la suite. Donc, à partir de la fin avril jusqu'à la mi-mai, vous allez avoir une notification, une option qui va être cochée par défaut. Et celui-ci va faire en sorte que vous allez ignorer automatiquement tous les rappels qui ont eu lieu antérieurement. Donc, elle ne va plus s'afficher par défaut. Donc, à moins que ce soit les prochains qui s'en viennent dans les prochaines 15 minutes. Mais sinon, tous ceux qui ont eu antérieurement ne s'afficheront plus. Okay? Donc, si ce n'est pas ce que vous désirez, mais sachez que vous pouvez aller dans les paramètres de Outlook, dans Général sous notification, calendrier, et venir le désactiver. Mais c'est une option qui va être activée par défaut. Toujours Outlook, iOS, Android, on avait cette option-là depuis éternellement longtemps de faire des rappels sur des courriels que vous avez envoyés. Maintenant, ça va être disponible au niveau de iOS et Android. Donc, vous allez être en mesure de pouvoir rappeler un courriel que vous avez émis. Bien entendu, le rappel va fonctionner seulement si le courriel n'a pas été lu. S'il a été lu, bien entendu, c'est impossible. Mais ça va être quelque chose qui va être disponible à partir des appareils de mobilité. Autre élément, les fichiers EML. Pardon. Qu'est-ce qu'un fichier EML? C'est un courriel, tout simplement, que l'on a enregistré ou sauvegardé sur son poste de travail. Donc, ça se peut arriver des fois qu'on en ait plusieurs. Des fois, il y en a qui vont mettre ça sur des sites SharePoint dans des emplacements bien précis. Donc, on peut les importer.
Actuellement, on peut les importer un à la fois uniquement, mais sachez que maintenant, dans Outlook, on sera en mesure de pouvoir aller dans les paramètres et d'importer massivement à partir d'un dossier tout l'ensemble des courriels que vous avez reçus. Et là, je ne parle pas des fichiers PST, pour ceux qui connaissent les PST, là, mais on parle vraiment de fichiers individuels, un à un, pour l'importer dans sa boîte de courriel à vous. Dans les centres d'administration, et là, le prochain que je vais vous parler va vraiment être important probablement même pour nous, puis même pour l'externe, je vous dirais, pour nos clients. Microsoft va changer très prochainement la limite d'envoi de courriel à l'extérieur de l'entreprise. Parce qu'il y en a certains qui utilisent Exchange pour des envois massifs de courriel, bien entendu. OK? Donc, il va y avoir une limitation, il va y avoir un plafond qui va être exercé. Et comment ça va fonctionner, je vais vous l'expliquer. C'est que c'est fait de façon quotidienne. Donc, c'est aux 24 heures. Et là, je vais donner l'exemple ici qu'on a là, d'une limitation d'une entreprise qui est de 10 000. Donc, si on s'imagine qu'à 6 heures le matin, automatiquement, j'envoie massivement 6 000 courriels. Donc, on se comprend qu'il m'en reste juste 4 000. Et à 3 heures l'après-midi, si je veux envoyer encore d'autres courriels, il m'en reste que 4 000. Si je veux envoyer à nouveau 4001 ou 4100 courriels, ça sera impossible. Le total étant 10 000 durant la journée, je dois attendre au lendemain à 6h01 pour pouvoir refaire à nouveau mon fameux 10 000 pour atteindre le plafond journalier. Si on veut le voir de façon quotidienne, ben vous allez toujours dans le centre d'administration Exchange au niveau des flux courriers, de voir exactement le plafond que vous avez atteint journalièrement. Donc, de façon quotidienne, qu'est-ce qui était exercé au niveau des courriels externes. OK? Et le quota, comment il se calcule, là, jugez-moi pas, c'est pas moi qui ai fait cette phrase-là. C'est vraiment 500 fois le nombre de licences. Microsoft sont très bons là-dedans. Hein, c'est au nombre de licences que vous avez achetées, plus 9500, qui va déterminer en fin de compte le nombre de courriels que vous pouvez envoyer par environnement. D'accord? Et là, le déploiement, comment ça va se faire? Tantôt, je vous ai montré dans chacune des slides que j'avais précédemment la date effective. Dans ce cas-ci, c'est vraiment par phase. Donc, toutes les petites entreprises qui ont 25 licences de messagerie, c'est à partir du 3 avril, qui est déjà effectif. 200, jusqu'à 200, c'est le 10 avril. Jusqu'à 500 licences, 17 avril. Et tous les autres, donc plus de 500 licences, sera à partir du 1er mai. Copilot. Donc, je sais que ce n'est pas tout le monde qui a Microsoft Copilot actuellement. Peut-être que vous n'avez chez vos clients, peut-être que vous en avez entendu parler, peut-être que vous avez vu des vidéos en lien à quoi ça consiste. Je vais vous montrer quelques petites affaires qui s'en viennent ou qui sont déjà présentes dans l'environnement. Une des premières annonces, juste vous dire comme quoi que Microsoft a reçu une nouvelle certification ISO qui vient justement fournir un cadre aux organisations pour déployer l'IA de manière responsable dans les environnements Microsoft 365. D'accord? Ensuite, encore en mode préversion uniquement. Actuellement, si vous voulez utiliser Copilot, il faut activer la transcription. OK? C'est un préalable, bien entendu. Même si vous n'enregistrez pas la session, il faut quand même activer la transcription. Dans ce cas-ci, vous n'aurez plus besoin de partir la transcription. Donc, vous pourrez interroger directement Copilot sans utiliser la transcription. La fonctionnalité toujours en mode préversion, bien entendu, c'est l'agent interprète qui est dans les réunions Teams. Qu'est-ce que l'agent interprète? C'est lorsque vous êtes dans une conversation avec des gens de d'autres langues, OK? Et vous pouvez venir activer l'interprète. OK? L'interprète, ça veut dire, par exemple, qu'on se comprend, tout le monde discute, c'est en anglais, et puis moi, je suis francophone, je veux comprendre. Donc, je pourrais justement venir changer le type de langue et le mettre en français. Et là, ce que ça va faire, c'est que toutes les personnes qui vont parler lors de leur rencontre, il va y avoir une transcription, il va y avoir un audio qui va être fait dans la langue française qui va venir traduire systématiquement tout ce qui a été mentionné ou ce qui a été dit lors de la rencontre. Et là, vous pouvez venir stimuler la voix, donc elle va se coller le plus proche possible à la voix de la personne. Donc, que ce soit en coréen, en français, en anglais, la langue que vous désirez, elle va se rapprocher le plus possible du style de voix de la personne. Et ici, équilibrer le volume, c'est quoi exactement? C'est que si vous l'augmentez, ça va descendre le niveau de voix original. Donc, admettons, vous parlez en anglais, la voix anglaise va baisser et la traduction française va augmenter. Donc là, je vais plus porter mon attention sur la langue française. En mois de novembre dernier, ils ont diffusé l'information de Microsoft Purview Data Explorer. Ça sert à quoi exactement? C'est dans Purview. Purview, c'est un élément de sécurité dans les centres d'administration qui nous permet de sécuriser toutes les données de façon sensible. OK? Et on peut recenser actuellement, grâce à cet outil-là, tout ce qui est dans les conversations de Teams, SharePoint, OneDrive, Exchange. Donc, tout type de données, par exemple la PRP, ou qu'on cible comme étant sensible ou confidentiel dans notre environnement, il va venir nous le signaler. Là, ce qui ajoute
de plus, c'est tout ce qui est au niveau des prompts. Donc, les invites que vous faites au niveau de Copilot, ça va être une nouvelle source de données. Donc, si on voit que les informations qui sont de type sensible, qui sont recensées, qui sont inscrites dans les invitations Copilot, ben, elle va ressortir au niveau de Purview. Puis vous allez devoir prendre action, bien entendu, et probablement faire de la classification, mettre du labeling là-dessus, des étiquettes de confidentialité, et ainsi de suite. Outil de création des codes affaires. Donc, c'est vraiment là, un outil que Microsoft a proposé. Vous pouvez venir soit scanner le code QR ou l'adresse que j'ai mis en bas de page ici. C'est pour faire une évaluation, en fin de compte, de tout ce qui est des codes d'usage chez un client. OK? Donc, on parle vraiment des petites PME. Donc, le retour sur investissement. Donc, vous avez un approximatif. Ça demeure un approximatif, là, on se comprend, là. C'est rien d'autre que ça. Donc, si je prends juste l'exemple que j'ai ici, attendez une minute, j'ai la petite banderole qui est présent ici. Donc, vous sélectionnez le type d'industrie que vous avez, le montant annuel de revenus, quel type de pays. Et là, il va vous dire le retour sur investissement approximatif sur la durée, la première année, deuxième année, troisième année. Et ça. Donc, c'est vraiment pour donner un avant-goût pourquoi vous iriez avec Copilot puis qu'est-ce que ça pourrait vous apporter supplémentaire. Au niveau des applications, maintenant, Copilot. Donc, on parle des applications PowerPoint, OneDrive, et ainsi de suite, qui sont présents dans l'environnement Microsoft 365. Je vais commencer tout de suite avec PowerPoint. Un des outils qui va arriver ou qui est déjà arrivé début avril, on est pas mal dedans. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a des bibliothèques. Okay? Actuellement, si vous allez dans PowerPoint, par exemple, vous avez des bibliothèques de documents de gabarit qui sont présents. Ça existe déjà. On a des bibliothèques aussi d'images qui peuvent exister pour une entreprise. Et là, à partir de PowerPoint, on peut lui dire sors-moi, j'ai besoin, par exemple, d'une image de warehouse qu'on appelle, qui est présent dans l'environnement, et elle va résider directement dans la bibliothèque d'images de l'entreprise. Donc, on prend les images qui sont permises, autorisées dans l'organisation pour venir bonifier tout ce qui est niveau PowerPoint. Ceux qui ne le savent pas, actuellement, on peut demander à Copilot, crée-moi, par exemple, une présentation PowerPoint sur certains types d'informations. Et là, il va venir justement faire chacune des slides dans votre PowerPoint. Et là, il peut aller s'alimenter d'informations ou d'images que vous avez dans votre bibliothèque d'entreprise. OneDrive, à partir d'une image, maintenant, on peut poser la question à Copilot, en quoi consiste cette image-là? Dans ce cas-ci, on prend l'exemple, c'est quelle partie qu'elle représente. Et là, on sait que c'est une mèche. C'est ça qu'il est en train de dire, que ça réfère à une mèche qui est présente, elle a été utilisée pour tel type de blablabla, ainsi de suite. Donc, juste en demandant à Copilot sur certaines images, certaines informations, il va être en mesure de pouvoir nous répondre. Okay? Que ce soit du contenu visuel, que ce soit du texte dans une image, Copilot va pouvoir vous répondre directement sur l'information que vous avez besoin. Ça, c'est quelque chose qui est déjà couvert, qui est déjà présent actuellement. Excel. Vous pouvez demander dans Copilot d'avoir de l'information publique. C'est-à-dire, on parle de dates, de statistiques, des choses qui se retrouvent dans l'ensemble du web, bien entendu, actuellement. Dans l'exemple que j'ai présentement, c'est qu'on a demandé à Copilot de nous sortir tous les taux de change actuels de chacun des pays. Donc, il l'a référé, il l'a ajouté, il a créé le tableau, simplement, qui est à jour, parce que c'est l'information qui est publiée actuellement. Okay? Donc, tout ce qui est de niveau public, on pourra l'interroger et l'ajouter directement dans vos fichiers Excel. Bien. Les fameux fichiers que l'on commence à créer, qu'on enregistre sur notre bureau, ainsi de suite. Alors, on parle de début avril jusqu'à fin mai, ça va être déployé. Les outils bureautiques, donc la suite bureautique va demander à ce que le fameux fichier soit enregistré et sauvegardé sur OneDrive. Donc, on va pousser ou encourager du moins les utilisateurs à enregistrer ou prendre une nouvelle habitude de vie, d'enregistrer leurs documents directement dans l'info nuagique pour s'assurer de conserver l'ensemble des données. D'accord? Donc, justement pour prendre les bonnes pratiques ou les bonnes façons de faire. Nouvel élément au niveau de OneDrive, la nouvelle convention de nommage qui va être mise en branle à partir du mi-mars, mi-avril, fait qu'on est pas mal dedans pratiquement. C'est-à-dire que ça concerne uniquement les raccourcis de dossier. C'est-à-dire que, par exemple, je suis dans une équipe Teams, mettons l'équipe Teams Contoso, et j'ai un dossier qui s'appelle Culture V Teams que je veux avoir comme raccourci dans mon OneDrive personnel. D'accord? Donc, ce qu'il va faire maintenant, c'est qu'il va renommer la nouvelle structure. Il va prendre le nom de l'équipe et le nom du dossier. Et là, ça va s'afficher. Ça va être le nouvel affichage que vous allez avoir. Si, par exemple, Joël me partage un dossier qui est dans son OneDrive et que je veux le rajouter en termes de raccourci, ce qui va arriver, c'est que je vais avoir le nom de Joël Asselin et le nom du dossier. Donc, il va y avoir une nouvelle structure des dossiers qui va être faite
dans votre OneDrive. Donc, rassurez-vous, là, bien entendu, ça va être la structure qui va être faite. Et là, ce qui va être, c'est qu'il va y avoir une nouvelle suite logique qui va s'appliquer, mais seulement aux nouveaux raccourcis. Donc, tous les raccourcis que vous avez émis antérieurement ne seront pas affectés. Okay? Donc, ils vont conserver la nomenclature actuelle. Tous les nouveaux raccourcis que vous allez faire vont s'afficher sous la nouvelle structure. Et ce changement-là va être émis par défaut, bien entendu. Merci pour votre écoute. On se dit à la prochaine. Au revoir.